Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout premier épisode de Oli et Thanato. Pour cet épisode et uniquement pour celui-ci, on va se retrouver juste vous et moi afin de pouvoir un peu discuter, de pouvoir vous présenter le podcast. Quel est l'intérêt, qui je suis, pourquoi ce podcast, pourquoi ces épisodes, pourquoi cette volonté. Alors déjà, avant toute chose, je vais me présenter. Je m'appelle Charlène, j'ai 29 ans. Je suis lilloise de naissance, mais surtout vagabonde dans l'âme, amoureuse de l'humain, amoureuse de l'humanité, amoureuse de la planète, amoureuse de la vie, en fait, tout simplement. Oui, on peut parler de sujets difficiles comme celui de la mort, des morts, du deuil et des deuils, tout en étant une amoureuse de la vie. J'ai même envie de dire que c'est presque une condition sine qua non. Après cette brève petite présentation, qui je suis ? Je suis facilitatrice et j'accompagne les deuils, c'est-à-dire toutes les choses négatives, désagréables et pas sympathiques qui croisent votre chemin, comme le décès d'un proche, d'un enfant, d'un parent, d'un ami, d'un animal aussi. J'accompagne aussi ce qui est relatif au secteur de la santé, comme par exemple un burn-out, l'annonce d'une maladie, de l'éco-anxiété, ou encore les aléas de la vie, un déménagement, un licenciement, un accident. Et enfin, j'accompagne aussi tout ce qui est en lien avec les ruptures, les séparations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses. Mais alors peut-être que tu te demandes comment j'en suis arrivée là. Alors, au tout début de mes études, au tout début de ma vie plutôt, j'ai fait des études de psycho. Pendant 3 ans, je me suis formée, j'ai étudié la psychologie, mais principalement dans les livres, parce qu'il y avait peu, voire j'ai même envie de dire pas du tout de stage pendant mes années d'études, pendant mon cursus de 3 ans en licence. J'adore le contenu et le fond de la psycho. J'ai un petit peu plus de mal avec la forme. J'ai rien contre, loin de là. Il y a des personnes qui font ça merveilleusement bien. Mais j'ai un tempérament plutôt style électron libre et forcément, mettre un électron libre dans quelque chose d'assez rigide comme la psycho, vous doutez bien que ça peut faire des étincelles. Du coup, j'ai préféré laisser ce cursus-là et ces possibilités-là à d'autres personnes qui font ça très bien et sans aucun doute bien mieux que moi. En même temps, je suis une personne et une femme qui aime l'action, qui aime quand ça bouge, qui aime le challenge et du coup, je me voyais pas de rester uniquement dans un cabinet et être uniquement dans l'échange sans avoir cette notion d'objectif et d'action. Du coup, même si je me destinais à la base à pouvoir travailler en milieu carcéral, parce que c'était pour moi en tout cas l'une des thématiques où il y avait beaucoup de challenge et la thématique qui m'attirait le plus naturellement. J'ai vécu une mauvaise expérience due à un stage sur laquelle je ne m'étalerai pas. Et suite à ça, je suis partie pendant, à la base, 1 an en fourgon aménagé avec mon chéri et ma chienne. J'avais toujours dit à mes parents que mon premier véhicule, ce serait un camion. J'ai un petit peu menti. Avant, j'ai eu une Twingo, mais en tout cas, j'ai eu ce véhicule qui a été un réel compagnon, en fait. Ça a été plus qu'un véhicule, ça a été réellement un compagnon de route, une maison. Ça a été vraiment le lieu de tous les possibles, en fait, pour moi, pendant une période. Du coup, 2014-2015, on est parti avec mon chéri, voyager, balader, parce que c'était vraiment une année de pause, une année off, une année de plaisir, sans aucun travail. Pendant quasiment 1 an, on a fait en fait toutes les côtes de l'Espagne et du Portugal, en partant côté est, plutôt secteur Perpignan, pour revenir jusqu'à l'ouest, côté Biarritz. Ça a été un voyage sur lequel vraiment je pourrais vous en parler et j'en ai déjà un petit peu parlé sur Instagram, mais qui a été, on parle de deuil sur ce podcast, ça m'a fait faire le deuil d'une certaine consommation parce que j'étais une certaine consommatrice quand j'étais plus jeune. Fallait rentrer dans le moule. À l'époque, peut-être qu'il y en a qui se retrouveront dans mon partage, mais moi, il fallait avoir la mèche, il fallait avoir le sac Longchamp, etc. En tout cas, c'était comme ça chez moi à Lille. Et c'est pas des choses dans lesquelles je me retrouvais réellement, mais parfois, on se pose pas forcément toujours de questions. On a peur du jugement des autres. Alors du coup, on met un petit peu des œillères et on fait ce qu'on nous propose sur ce chemin. C'est un petit peu ce que j'ai fait, mais pendant ce voyage, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Ça m'a vraiment fait
grandir, ça m'a fait mûrir, ça m'a permis de prendre aussi mes responsabilités parce que c'était la première fois que je partais aussi loin, où je partais toute seule, où on partait avec un véhicule où clairement j'y connais que dalle en mécanique. Mon homme c'était pareil et du coup vous imaginez un peu qu'on a pu avoir plus d'une péripétie qui nous a fait grandir, qui nous a fait bien galérer sur le moment, qui a pu nous angoisser sur le moment, mais qui nous a surtout fait énormément sourire après. Et ça a été au passage aussi l'occasion de créer une magnifique relation, déjà avec mon homme, mais aussi avec ma chienne. Suite à ça, quand on est revenu en 2015, je me suis retrouvée dans un besoin de continuer cette vie-là, parce que je me retrouve énormément dans cette vie de nomade, dans cette vie où chaque instant est différent, où l'instant présent est réellement la norme, où on se lève à un endroit différent, où on se couche à un endroit différent, où chaque jour les paysages, les odeurs, les températures parfois même sont différentes. Et c'est même d'ailleurs quelque chose qui me manque à l'heure actuelle dans ma vie quotidienne. Et du coup, on est parti de 2015 à 2020. C'est pas qu'on est parti, c'est plus qu'on a gardé en fait cette vie de nomade et une vie de saisonnier, où on mélangeait un peu un CV caméléon en fait. Un petit peu homme et femme à tout faire. J'ai autant travaillé en animation avec des enfants, avec des adultes, avec des personnes âgées, en colonie de vacances, en classe de mer, en classe de neige, en village vacances. J'ai travaillé aussi avec des adultes handicapés, avec des enfants handicapés. Voilà, tout ça pour vous dire que déjà ce côté humain, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée en fait et qui m'a toujours vraiment énormément plu, énormément intéressée, questionnée aussi. Et la question que je me suis un peu toujours posée, c'est pourquoi on est à la fois tous similaires et en fait tous uniques et tous différents. Et ça, je pense que c'est vraiment une question auquel je n'ai pas encore répondu, auquel je répondrai certainement jamais, mais qui m'a toujours fascinée et qui cessera jamais de me fasciner. J'ai aussi bossé dans la restauration, j'ai aussi bossé en tant que barmaid, j'ai bossé dans l'agriculture, la viticulture. Voilà, un petit peu tout ce que je pouvais trouver et qui pouvait me permettre de continuer à avoir cette vie de nomade. Cette vie-là, elle a duré plus ou moins jusqu'en 2019-2020. Grosso modo, c'était à peu près ça. Je vous ai dit en tout début de partage et d'épisode que je suis lilloise, mais que je suis avant tout nomade dans l'âme. J'ai du mal à ancrer mes racines quelque part et je ne sais pas si j'en ai réellement envie. Mais en tout cas, s'il y a un endroit où je souhaiterais un jour réellement ancrer mes racines, ce serait plutôt le côté sud-ouest, notamment avec les Landes et les Pays Basques, parce que je suis une amoureuse de l'océan. J'aime ce côté calme et silencieux, du moins en hiver. J'aime ces grands espaces, j'aime cette verdure. Ouais, j'aime ces grands espaces en fait, et c'est des endroits où je me sens chez moi. Il y a des choses comme ça où on n'explique pas, et c'est un petit peu mon cas. Et en 2019, du coup, on s'est installé à Hendaye pour une très courte durée, un peu moins d'une année, où j'ai fait, moi, personnellement, une saison là-bas en restauration. Et je pense que je ne suis pas du tout la même personne entre avant 2019 et après 2019. En mai 2019, le 13 mai très exactement, j'ai perdu mon père. Alors au début, j'ai souvent dit que j'avais perdu mon père et je m'en arrêtais là. Maintenant, j'ose dire, et je dis les choses telles qu'elles sont, c'est que mon père s'est finalement suicidé. Comme j'ai déjà pu le partager sur Instagram, je considère que mon père il s'est un peu suicidé de deux manières. Pourquoi de deux manières ? Parce que y a eu une prise de médicaments qui était plus une réaction justement réactive, à laquelle on joue un peu ou pile ou face, et sur laquelle malheureusement il a perdu. Mais il y avait aussi une forme d'autodestruction, puisqu'en fait, mon père est une personne qui avait ce côté alcool mondain. C'était un bon vivant, il aimait bouger, il aimait sortir, il aimait sortir en boîte. Si j'ai des potes à moi qui écoutent ce podcast, ils pourront témoigner que voilà, on sortait très très jeune avec mon père. Je suis sortie très jeune aussi avec mes parents. Et en tout cas, mon père aimait ce côté de la vie nocturne, la vie festive. Ce qui est très bien, La seule difficulté avec l'alcool mondain, en tout cas celle qui a été la sienne,
c'est que quand il y a des difficultés qui croisent notre chemin, des galères, des épreuves, des trucs vraiment pas cool, pas positifs, pas simples en fait à dépasser et à transmuter, eh ben l'alcool peut devenir une porte de sortie. Ça peut devenir un échappatoire. Et là, on n'est plus dans de l'alcool mondain. On est dans un alcool en fait, qui vient combler quelque chose. Et ça a été réellement le cas et la situation de mon papa. Ce qui fait que, oui, il y a eu une forme de dépression qui s'est, vous vous en doutez, je ne vais pas non plus m'étaler sur le sujet, mais je pense que voilà, c'est suffisamment vulgarisé ce genre de thématique pour que vous puissiez voir et imaginer un petit peu le schéma. Mais en fait, ça a été un cercle vicieux dans lequel il est tombé. Et c'est OK, c'est son chemin. Personnellement, plus d'une fois, je me suis sentie terriblement impuissante face à mon père, avec tout l'amour que je lui porte, encore à l'heure actuelle, ou que je lui portais. Et je me sentais seule, je me sentais pas du tout efficace. J'avais l'impression de tout essayer et de jamais y arriver, en fait. Et c'est tout. En tout cas, ça a été son chemin. Et forcément, vous vous doutez bien que cet événement a radicalement changé ma vie. Mais je me suis surtout rendu compte d'une chose, c'est que mon père est décédé le 13 mai. Je n'ai pas revérifié, mais si je dis pas de bêtises, pour moi, c'était un lundi. J'étais en repos ce jour-là. Je vous passerai les détails. Mais en tout cas, je me souviens qu'on est arrivé le lendemain au soir, chez moi à Lille, pour que je puisse aller me recueillir auprès du corps de mon père et puis qu'on puisse faire les funérailles et notamment l'incinération. Et je me souviens être arrivée chez ma mère et dire exactement ces mots à ma mère. OK, il est parti, mais à partir d'aujourd'hui, je veux qu'on sourie, je veux qu'on lui rende hommage, je veux qu'on pense à lui, je veux surtout pas qu'on l'oublie. Et en fait, moi-même, au tout début, les premières heures, les premiers jours, j'ai cru que j'étais dans une forme de déni, alors que je me rendais réellement compte. Je savais, j'étais vraiment consciente. J'étais même clairement terre à terre en disant, oui, ok, de toute façon, il est parti. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ça m'a pas empêché de pleurer. Mais il y a un truc, en fait, que je me refusais, enfin peut-être deux trucs. La première, c'est que je ne voulais absolument pas qu'on l'oublie. Moi, l'oublier, j'en doutais pas trop. La preuve en est, c'est que quasiment 4 ans après, j'en parle toujours. Et je pense que dans 40 ans, j'en parlerai toujours parce que ça a été vraiment un élément transformateur, difficile et en même temps terriblement merveilleux dans ma vie. Et oui, je cite ces mots, terriblement merveilleux. Et donc déjà, le fait de ne pas l'oublier et le fait de vouloir lui rendre honneur, lui rendre hommage. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, ce deuil, il est encore là. Mais ce deuil est beau. Et j'ai pour habitude de dire que mon père s'est éteint pour que moi, je me réveille. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que j'avais cette vie de nomade, j'avais cette vie où ça bougeait tout le temps, où j'étais, comme je l'ai dit un peu avant, tout le temps dans cet instant présent, tout le temps dans ce kiff, en fait, où voilà, bien sûr, je pensais aussi au futur, mais j'avais pas de réelle construction du futur, que ce soit au niveau personnel ou même au niveau professionnel. Et en fait, j'ai vraiment eu ce schéma où la mort de mon père, sa propre finitude, m'a mis face à ma propre mort. Et ma propre mort, mon propre sentiment de finitude, m'a mis face à ma vie. En me disant, ok, la vie, ça peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Tu peux traverser un passage piéton, tu peux te casser la gueule dans les escaliers, tu peux faire une crise cardiaque même si tu es en bonne santé à l'heure actuelle. Bref, la vie, tu peux prendre un fil, tu prends un ciseau, tu la coupes, ciao, bonsoir, c'est terminé. Et c'est réellement ça, en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, si là, ma vie se termine maintenant, je suis ok, de toute façon, j'ai pas trop le choix, faut bien que je l'accepte. Donc, je suis ok avec ça. Mais en même temps, il me manque un truc. Il me manque la construction. J'aurais l'impression de ne pas avoir mis un peu ma pierre à l'édifice du monde de manière tout à fait humble. Je considère qu'on peut être... qu'importe ce qu'on fait, on peut laisser sa pierre à l'édifice du monde. Il n'y a pas besoin d'ancrer son nom dans le marbre, ou il n'y a pas besoin de faire des choses dingues, extraordinaires et d'être connu par toute la Terre ou par toute la France. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois ces choses-là. Et de ce fait, c'est entamer une réflexion de se dire, ok, du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?
Donc bon, j'étais en saison, s'il y a des saisonniers par ici. Les 50 à 60 heures semaine minimum m'ont pas permis de beaucoup réfléchir en fait durant l'été 2019. Mais quand cette saison d'été s'est terminée, j'ai pu prendre le temps en fait de me recentrer sur moi et de me dire ok, qu'est-ce que je peux faire qui me ferait plaisir? Je suis quelqu'un qui a un peu beaucoup, un tempérament de feu. Et comme je le disais, j'ai besoin d'action, j'ai besoin que ça bouge. J'aime ce côté entrepreneurial. Mon père était entrepreneur à son compte avec son petit truc. Il ramassait des palettes à gauche, à droite et il les revendait à d'autres endroits. Mais il a toujours été à son compte. Il aimait pouvoir gérer son temps, travailler peu, mais travailler bien et efficace. Et du coup, ce côté entrepreneurial a continué. Et en fait, quand j'y ai pensé, pas réfléchi, quand j'y ai pensé, la première chose qui m'est venue, c'est les bijoux. Parce que je suis une amoureuse des bijoux. Ça a été une passion avec mon père et avec ma mère, une passion de famille. On ne créait pas de bijoux à l'époque, on les achetait. On était des grands et gros consommateurs de bijoux, notamment en argent. Moi, j'ai toujours eu ce côté créatif, j'ai toujours aimé créer des bijoux, mais plutôt en perles, plutôt le côté un peu gris-gris que réellement des bijoux en métaux précieux. Et ça a été en fait ma première expérience entrepreneuriale. Cette idée, elle est née à la fin de l'année 2019 et elle s'est réellement matérialisée au cours de l'année 2020. Et comme j'aime le challenge, je me suis immatriculée à la Chambre des métiers une semaine avant le confinement, parce que sinon c'est pas drôle et c'est trop simple. Et cette aventure s'appelait Tribu Bohème. Vous pouvez d'ailleurs la trouver sur les réseaux sociaux. Enfin, ça sert à rien de la suivre parce qu'il y aura plus de nouveautés. Mais en tout cas, c'était ma manière à moi de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice et de pouvoir continuer à rendre hommage aussi à mon père. Donc, c'est ce que j'ai fait. Cette aventure, je l'ai commencée en gros en 2020. Sauf que, entre avoir une passion et la professionnaliser, et là je parle personnellement dans mon cas, y a plein de choses que j'avais pas forcément pris en compte, tout simplement parce que je suis aussi quelqu'un qui est un peu en mode test and learn. Quand j'ai une idée, j'y vais, ça me plaît, je continue, ça me plaît pas, j'arrête. S'il y a des choses à remanier, je remanie, mais en tout cas je suis quelqu'un de terrain en fait. La théorie et tout, c'est très cool, bien sûr, je vais réfléchir, mais voilà, moi ce que j'aime c'est mettre en action, voir les effets et rectifier le tir en fait en fonction. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais il y a plein de choses en fait sur lesquelles je ne me suis absolument pas retrouvée. J'ai pour habitude de dire que je me suis auto-burnoutée. Alors pourquoi ? Parce que j'étais à mon compte, mais j'étais clairement ma pire patronne. Mais réellement, j'étais ma pire patronne. Et il y a plein de choses sur lesquelles j'étais en grosse dissonance cognitive, tout simplement parce que je cherche et je souhaite et je vais davantage vers une consommation qui est éthique et responsable, même si c'est loin d'être parfait. Sauf que l'extraction des métaux précieux, c'est dégueulasse, tant pour la planète, tant pour les humains. Donc en fait, je nourrissais un projet qui, d'un autre côté, me dégoûtait. Autre chose, j'ai clairement besoin d'être en lien avec les gens. Et là, j'étais toute seule dans mon atelier, au point où j'en étais même arrivée à proposer la livraison à domicile pour pouvoir être en lien avec des gens, pour pouvoir échanger, pour pouvoir parler de ma passion, tout simplement. Que en même temps, j'avais un style très atypique dans la bijouterie. Casser les codes, ça a toujours été mon truc, ça a toujours été mon créneau, ça a toujours été ma façon de voir la vie. En fait, c'est mon filtre. Voilà, je fais tout pour casser les codes parce que c'est mon kiff et que c'est comme ça que je me sens bien et que c'est comme ça que je me sens exister. Donc mes bijoux n'étaient pas parfaits, loin de là. Et c'est ce qui faisait en fait tout leur charme, c'est ce qui leur donnait leur âme, c'est ce qui les rendait vivants. Je laissais absolument toutes les traces de fabrication. Parce que pour moi, en fait, un bijou, il commence pas sa vie et il commence pas à vivre autour de votre doigt, autour de vos oreilles ou autour de votre cou. Non, il commence à vivre du moment où on transforme le métal en bijou. Du moment où on commence à scier le métal, du moment où on commence à le marteler, du moment où on commence à le travailler. Donc voilà, ça, c'était ma marque de fabrique, c'était mon truc. Sauf que forcément, quand on sort des codes, quand on sort des cases, quand on fait différemment, on n'est pas toujours bien vu et bien apprécié, et c'est OK. Et au-delà de ça, vendre un produit, ça n'a jamais été mon fort. J'étais très, très, très mauvaise vendeuse de mes propres créations et de mes propres bijoux.
Tout simplement parce que y a quand même cette notion de concurrence et moi je suis incapable de dire que mon produit est meilleur qu'un autre. Je peux dire qu'il est différent, je peux te citer plein de points de différence, mais je pourrais pas casser le produit d'un autre, même si j'en pense pas moins, c'est tout, c'est pas dans mon éthique, je suis pas comme ça. C'est pour ça que je suis aussi beaucoup plus à l'aise dans le fait de vendre un service et de proposer un service parce que pour moi, on est tous uniques et ça revient un petit peu à ce que je disais, aux questionnements qui ont été les miens depuis que je suis jeune. On est tous uniques et du coup, on a beau être deux personnes qui font exactement la même chose, on aura notre manière de l'aborder, on aura notre énergie, on aura notre vocabulaire, on aura notre façon d'être en fait et notre façon d'aborder les choses qui fait qu'on aura des personnes différentes qui viendront à nous. Et donc, du coup, pour moi, dans la prestation de service, il n'y a pas cette notion de concurrence. Au contraire, il y a plus cette notion de partage, d'entraide, de solidarité, de sororité aussi, comme on peut l'entendre. Donc ça a été l'épisode Tribu Bohème et je me suis retrouvée en début d'année 2021, après une semaine chez ma cousine dans le sud, chez mon âme sœur, comme je l'appelle, chez mon Dupont. Je suis revenue totalement différente. Genre, je suis partie à Toulon, je suis revenue dans le Nord et j'étais pas la même personne. Il y avait un avant-après cette semaine à Toulon. Ça a été un mélange de grosse prise de conscience, d'auto-burnout, comme je le disais, parce que je m'étais moi-même épuisée à nourrir un projet qui, en fait, ne me nourrissait pas sur plein de points. Un éveil spirituel, une crise de sens, en fait, réellement. Et à partir de là, je me suis dit, ok, super, c'est bien. On a posé le constat maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, de tout ça ? Et ça a été le début d'une très, très longue introspection qui a duré un bon 3 à 4 mois, où clairement, je suis passée par toutes les émotions, par toutes les phases. C'était l'année où je devais me marier, où je me suis finalement mariée, où même ça, je l'ai remis en compte. J'ai remis en compte qui j'étais, j'ai remis en compte mes parents, j'ai remis en compte pourquoi j'étais dans cette famille. J'ai tout remis en compte de A à Z, sans aucune méchanceté, mais j'ai tout re-questionné, j'ai tout retracé. Et du coup, je vous avoue que quand j'étais dans cette phase-là, je me serais bien passée de toutes ces phases, de toutes ces émotions, de tout cet inconfort. C'était loin d'être les moments les plus fun de ma vie. Et en fait, maintenant, je les remercie infiniment parce que je serais certainement pas là en train d'enregistrer cet épisode toute seule face à mon micro et mon ordinateur pour vous en faire part. Et durant toute cette phase, je me suis beaucoup cherchée. J'ai pris beaucoup de temps pour moi, même si je continuais malgré tout à alimenter ce projet avec Tribu Bohème. J'avais le cul entre deux chaises. C'était réellement ça. Et donc, je me suis introspectée. J'ai retracé toute cette connaissance de soi, mes valeurs, mes besoins, mes attentes, mes ambitions, qui j'étais, d'où je venais, qui j'étais petite, quels étaient mes rêves. Enfin bref, je vous passe tous ces détails-là. Et en fait, il y a un truc qui revenait sans cesse, c'était le besoin d'être en contact avec l'être humain, le besoin d'être en lien, le besoin de comprendre, le besoin d'accompagner aussi, d'être un petit peu cette béquille, d'être cette montagne sur laquelle on peut s'appuyer aussi quand ça va pas. De ce fait, je me suis formée à l'approche du coaching qui répondait sur énormément de points, à qui je suis, à ce que j'aime et aux ambitions que je peux avoir. Comme je le disais en tout début d'épisode, le côté d'action, le côté de challenge, le côté d'objectif, c'est quelque chose qui me correspond, c'est quelque chose que j'aime et que je cultive. Suite à ça, je me suis lancée officieusement en 2021, au dernier trimestre 2021. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime le côté pratico-pratique. Donc, j'ai proposé mes accompagnements en gratuit, entre guillemets, un peu pour me faire la main, dans un côté un peu donnant-donnant, d'avoir des retours positifs ou négatifs des personnes qui ont pu travailler en fait avec moi. Et puis moi, trouver aussi ma posture de coach et ma posture de thérapeute. C'est ce que j'aime aussi, d'ailleurs, au passage, énormément dans l'entrepreneuriat, c'est que pour moi, c'est une quête perpétuelle, pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est une quête perpétuelle de mieux, pas dans le sens uniquement de productivité, mais je donne très souvent en fait cette image de l'oignon, d'aller éplucher son propre oignon. Il y a des moments où c'est cool, il y a des moments où on a beau essayer de se retenir, c'est tout, les larmes sont là et on va de quelque chose qui est plus global pour retrouver en fait un centre, pour retrouver l'intérieur dans une version plus romantique, on pourrait dire déployer sa fleur de lotus et quand elle se déploie et qu'elle s'ouvre, c'est là où on se connaît, c'est là où ça rayonne, c'est là où c'est beau, c'est là où c'est fleuri.
Et ben en fait, c'est exactement ce chemin-là que j'ai pris et que j'ai pris personnellement pendant cette phase et pendant une bonne partie, enfin un bon tiers, un bon quart de l'année 2021. Et c'est aussi, je considère, l'une des choses que j'aime le plus dans l'entrepreneuriat. Du coup, je me suis lancée et j'étais sur tout cet aspect de le regard des autres, la confiance en soi, sortir du moule, ne pas suivre un chemin tout tracé, casser les cases, casser les codes, casser les stéréotypes, parce que clairement, c'est pas ce que j'aime. Et en tout cas, personnellement, je me sens tellement mieux quand je suis moi. Et si ça plaît aux gens, eh ben, tant mieux. Et si ça plaît pas, ben, c'est pas grave, en fait. Tant pis. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Je préfère plaire à peu, mais de manière qualitative, que plaire à beaucoup de manière non qualitative. En tout cas, c'est moi ma philosophie, tant personnelle que professionnelle d'ailleurs. Et pendant tout ce temps, de manière sous-jacente, en filigrane comme on dit, eh ben, j'avais toujours cette notion de la mort et du deuil. J'avais aussi une grande sensibilisation, je pense, auprès de mes proches, auprès de mes amis, mais je m'étais jamais permise de le faire dans l'espace public. Je le faisais aussi avec les personnes que j'accompagnais. J'abordais aussi ces notions, mais sans forcément m'en rendre compte. Ce petit bout de chemin s'est fait jusqu'à juin 2022, qui a été un nouveau tournant. Je vous ai dit que j'avais une chienne qui s'appelait Bambou, qui a été plus qu'un chien, qui a été une réelle compagne, qui a été une âme sœur sur certaines choses, qui a été un petit bout de moi, mais avec des poils et de couleur noire et blanche. Et en fait, elle a déclaré plus ou moins l'équivalent de la maladie d'Alzheimer, mais pour les chiens, une dégénérescence en fait cognitive, qui nous a demandé de faire un choix, à moi et mon chéri, de l'accompagner, ce qui demandait une forme de présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ou alors de ne pas l'accompagner. Amoureuse comme je suis de la vie des animaux, bien sûr que je l'ai accompagnée dans cette étape, qu'on l'a accompagnée d'ailleurs ensemble. Et ça a été une aventure autant merveilleuse que très difficile et horrible sur plein de points. Ça m'a énormément fait travailler ma patience. Ça m'a fait travailler ma résilience. Ça m'a fait aussi travailler ma façon de voir les choses, ma façon de voir la vie, ma façon de voir la maladie, ma façon de voir la fin de vie, même si c'est un chien. Parce que pour moi, il n'y a pas réellement de différence entre les humains et les animaux. Et en fait, dans cette maladie qui était la sienne, elle tournait énormément en rond, elle se cognait partout. Il fallait être présente quand, en plus, elle était âgée. Elle aurait dû faire 16 ans au mois d'août 2022. Donc, il fallait l'accompagner, par exemple, quand elle buvait ou quand elle mangeait. La nuit, elle se réveillait beaucoup. Peut-être qu'il y a des parents qui pourront se reconnaître, mais quand on dort peu ou de manière hachée, ben forcément, on est plus fatigué, donc on est moins patient. Bref, tout ce côté-là a été aussi une certaine forme de privation de liberté. Pour vous dire, si moi j'allais faire des courses, il fallait que mon homme soit là. Si lui il sortait, il fallait que moi je sois là. Donc même en termes d'intimité, de vie de couple, c'était pas forcément les moments les plus fun de notre vie, mais ça nous a appris plein d'autres choses. Et c'est ce qui est magnifique, génial, je trouve, dans le deuil et dans la résilience, c'est que oui, il y a tout un côté plus sombre, un côté difficile, un côté de tristesse, un côté de souffrance, un côté d'impuissance, d'injustice, Vous mettez le terme qui vous convient, mais il peut aussi y avoir toute une partie de renaissance qu'on voit pas au début, mais qu'on peut voir par la suite, à laquelle on peut s'ouvrir et vers laquelle on peut tendre. En tout cas, c'est tout le processus du deuil. Et donc, du coup, comme je disais, toutes ces notions de mort, de deuil étaient toujours là, présentes en filigrane. Et en fait, quand j'ai fait le choix, parce que c'était ma chienne de base, et un jour, en pleine nuit, j'ai regardé mon chéri et je lui ai dit, là c'est trop, en fait. J'ai trop de souffrance à voir ma chienne comme ça. Et je sais que ça reste une question de jours, de semaines ou de mois. Donc oui, je prends cette difficile décision de la faire euthanasier, mais de l'accompagner en fait jusqu'au bout. Chose que j'ai faite, j'ai fait l'euthanasie à domicile, je l'ai portée jusqu'au dernier moment. Il y a eu plein de belles choses en fait autour du décès de Bambou. Et petit crapaud, encore une fois, une dédicace à toi, parce que
sans toi et sans mon père, en tout cas sans ces 2 événements, même s'il y en a eu d'autres, je serais sans aucun doute pas là et pas de cette manière-là. Et de ce fait, quand il s'est passé en fait tous ces moments, c'est là où j'ai commencé à dire d'autant plus, je veux réellement sortir un accompagnement sur le deuil et la résilience. Mais ça venait des tripes en fait, réellement ça venait des tripes. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, mais c'est autant on fait le processus autant que le processus nous fait, et c'est valable aussi dans le deuil. Le chemin du deuil, on le fait autant qu'il nous fait, autant qu'il nous façonne. Et bien, ça a réellement été ça, et finalement, au fur et à mesure du chemin, au fur et à mesure où je montais mon offre, où je voyais comment moi j'avais envie de l'aborder, et ben en fait, je me suis rendu compte que non, c'était pas une offre différente, c'était pas une corde supplémentaire à mon arc, c'était l'arc tout entier que j'avais envie de mettre sur cette thématique. Et du coup, c'est ce qui s'est passé sur la fin d'année 2022. Du coup, depuis la fin d'année 2022, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des deuils, et ce, avec la résilience, qui est pour moi le fait justement de déballer un cadeau mal emballé et de trouver la pépite qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, cette spécialisation, on pourrait croire qu'une spécialisation, le fait de se nicher, comme on dit en termes entrepreneurial, marketing, communication, commerce, etc. Le fait de se nicher, on pourrait croire que ça réduit le champ des possibles. Et en fait, pour moi, ça a été tout l'inverse. Ça m'a énormément ouvert le champ des possibles. Et ce podcast, en fait, en est l'une des résultantes. Du coup, pourquoi ce podcast ? Pour qui ? À quoi il sert ? Quel est l'objectif ? Maintenant que je me suis présentée à cœur ouvert et que je vous ai vraiment fait part de l'intégralité, en fait, l'intégralité. Non, peut-être pas l'intégralité, mais en tout cas des éléments les plus fondamentaux pour réussir à comprendre qui je suis et ce que j'ai à cœur, en fait, de vous partager et de vous témoigner. Du coup, ce podcast, il a un double enjeu. Il veut mêler, en fait, le côté pratique et théorique. C'est-à-dire pratique de par des témoignages inspirants de personnes qui ont vécu des deuils, des maladies, des addictions, des décès, des tragédies, des traumatismes, des violences sexuelles, enfin, qu'importe, mais tous les trucs pas cool, mais vraiment pas cool, les trucs sombres, vous savez, tous les trucs tabous dont on parle pas au repas de famille, bah voilà, toutes ces choses-là, si vous en faites partie et que vous avez envie d'en témoigner, y compris de manière anonyme, eh ben, contactez-moi parce que je serais ravie de pouvoir partager en fait votre témoignage, partager votre histoire de vie et ce, avec inspiration pour les personnes qui l'écouteront. Ça, c'est le premier côté, donc le côté plutôt pratique. Et le côté théorique, c'est le fait de pouvoir interviewer en fait des professionnels du secteur du bien-être, de l'accompagnement, du coaching, du funéraire. En fait, tout ce qui permet d'accompagner les personnes qui vivent justement ces événements de vie, ces traumatismes, ces obstacles de vie qui sont là, qui se mettent sur notre chemin et où clairement, au moment où on ne sait pas quoi en faire, on a clairement l'impression qu'on s'en relèvera jamais, que ce sera un boulet au pied qu'on devra traîner toute notre vie. Et de boulet, on peut le faire passer à ressources, à force, à opportunité de changement. Et il y a plein de personnes qui peuvent vous accompagner sur ces thématiques-là, selon, on va dire aussi, votre personnalité, votre sensibilité, votre approche, ce qui a du sens en fait pour vous. Donc, vous retrouverez tous ces types de partages, des côtés plus inspirants et des côtés un petit peu plus théoriques. On pourra parler de sophro, on pourra parler d'hypnose, on pourra parler d'équi-coaching, on pourra parler de funérailles, de funéraires, on pourra parler d'éco-psychologie, on parlera aussi de burn-out, de crise de sens. Et encore, les sujets sont ce que je vous présente là, c'est seulement ceux que je connais, dont j'ai connaissance aujourd'hui. Et n'hésitez pas vraiment à venir vers moi si vous êtes y compris professionnel ou vous connaissez des gens dans cette thématique-là et qui auraient à cœur de partager. L'objectif, c'est vraiment de délier la parole sur ces sujets-là. Comme je viens de le dire, oui, c'est pas des sujets qu'on a envie d'aborder au repas de famille. Et pourtant, je sais plus qui dit ça, mais c'est vraiment cette phrase-là. La mort, on meurt pas d'en parler. Non, vous avez beau parler de la mort, clairement, la faucheuse ne viendra pas vous chercher ce soir. Et si même elle devait venir vous chercher ce soir, c'est pas parce que vous avez parlé de la mort. Et en fait, pour moi, avoir un rapport sain avec la mort, c'est avoir un rapport sain avec la vie. Remettre et retisser le lien entre la vie et la mort et entre la mort et la vie. Je crois que c'est
ouais, ça fait clairement partie de l'une des plus belles choses que j'ai faites dans ma vie et qui m'a permise d'être encore une fois celle que je suis aujourd'hui, de mener des projets, d'avancer, d'avoir cette joie de vivre, cette gaieté, cet optimisme, cette confiance aussi dans la vie. Voilà un petit peu la thématique de ce podcast. Et du coup, j'avais aussi envie de vous expliquer la symbolique. Pourquoi Oli et Thanato ? Déjà parce que le nom de mon entreprise, c'est Oli Atma. Oli, c'est pour holistique. C'est le fait, de justement, comme je le dis, c'est les deuils et les morts au sens large. C'est pas uniquement le décès et la mort physique. C'est toutes les morts physiques, certes, mais aussi symboliques qu'on peut vivre. Et pourquoi au sens large ? Parce que du moment où pour moi, il y a un avant et un après qui sont différents parce qu'il y a eu quelque chose entre les deux, ça amène à un deuil. Le fait, par exemple, par rapport à la planète, c'est un deuil à faire. Oui, notre planète sera plus qu'elle a été il y a 10, 15, 20 ou 50 ans et elle sera différente. Mieux ou pas mieux, c'est pas la question. C'est réellement qu'il y aura un avant et un après. Quand vous déménagez, il y a un avant, il y a un après. Quand vous êtes licencié ou même si vous quittez un travail, il y a un avant, il y a un après. Pareil quand vous divorcez, pareil quand vous perdez quelqu'un. C'est vraiment toutes ces thématiques que j'ai à cœur de pouvoir rendre plus visibles, ne plus les rendre tabous, ne plus avoir de déni, avoir moins de peur. Alors si vous avez des questions réellement sur ces sujets-là, mais je serais heureuse et vraiment ravie de pouvoir en parler avec vous. Ça, c'est vraiment la définition du Oli. Et pourquoi Thanato ? Thanato, tout simplement parce que ça se réfère à la mort. C'est un personnage qui a été personnifié pour représenter la mort, mais le côté plutôt positif, le côté plutôt joyeux en fait de la mort, celui qui va guider, qui va permettre aux âmes de monter, un côté conseiller des âmes plutôt que la mort en mode la grande faucheuse et quelque chose de très triste, de très sombre et de très dur. Du coup, pendant ces épisodes de podcast, j'espère vous faire rire autant que vous faire pleurer peut-être. J'espère vous transmettre des émotions positives et vous permettre de comprendre certaines émotions plus difficiles, plus négatives que vous pouvez vivre et que vous pouvez traverser. Quelle ambition encore ? Tout simplement en fait de pouvoir partager avec vous. Plus on est de fous, plus on rit ensemble, on va plus loin. En fait, c'est vraiment toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a plein de choses à faire sur ces thématiques. Il faut pas oublier que avant, les personnes quand elles nous quittaient chez nous, elles nous quittaient à domicile. La mort était proche de nous, on la côtoyait. Maintenant, on la côtoie plus. On a une certaine distance avec la mort. Et finalement, à mon échelle, en toute humilité, c'est aussi ce que j'ai envie de faire. Nous rapprocher de la mort, non pas avec dépression, avec un côté sceptique, avec un côté sombre. Non, au contraire, avec de la douceur, avec de la légèreté. Et que dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, je pense que c'est bien l'un des points communs qu'on a tous sur cette planète. Qu'importe notre origine, qu'importe notre âge, qu'importe notre religion, clairement, on va tous mourir et on ne sait pas quand. Alors, plutôt que de faire comme si de rien n'était, de mettre des œillères et peut-être que ça nous arrive demain, pourquoi ne pas le prendre en considération dès aujourd'hui ? Pourquoi ne pas en faire une force et pourquoi ne pas nous permettre finalement d'avoir une vie d'autant plus joyeuse, d'autant plus douée de sens grâce à cette mort ? Voilà, j'espère que vous verrez à quel point ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. J'espère que cet épisode vous aura permis de comprendre un petit peu plus qui je suis, pourquoi je fais ça. Et il y a vraiment une dernière chose que j'aimerais préciser, c'est que tout ça, pour moi, c'est une aventure. Et cette aventure, elle a de sens que si elle est partagée. Je vous l'ai dit, dans mon aventure de bijouterie, dans Tribu Bohème, s'il y a bien aussi l'une des choses qui était difficile pour moi, c'était le fait d'être seule. J'aime co-créer. Je trouve qu'on est plus beau, plus fort et qu'on est tout simplement plus merveilleux quand on est à plusieurs, qu'on va plus loin, qu'on a plus d'idées. Je suis loin d'avoir la science infuse et en tout cas, j'aime co-créer, j'aime partager, j'aime échanger. Alors n'hésitez pas à venir vers moi, professionnel, particulier, qu'importe qui vous êtes, que ce soit pour partager, échanger, dire un bonjour ou aller plus en profondeur dans une relation. Voilà.
Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Le prochain épisode, du coup, arrivera lundi dans 15 jours. L'idée, c'est d'avoir un rythme une fois tous les 15 jours. Si j'arrive à augmenter ce rythme à une fois par semaine, je vous en ferai part. Mais en tout cas, pour l'instant, on reste sur un épisode tous les 15 jours en essayant potentiellement d'alterner un épisode témoignage, un épisode professionnel. Peut-être que c'est des choses qui se dessineront dans le temps. Cet épisode s'écrit en même temps qu'il est en train de s'enregistrer parce que je n'ai jamais de trame. Donc je me permets de m'excuser au passage si c'était peut-être un petit peu dans tous les sens, si ça manquait de logique ou parfois de lien. Mais en tout cas, on ne pourra pas dire que c'était pas authentique et naturel. J'arrête là cet enregistrement. Je vous dis à très vite et un énorme merci pour votre écoute. Ciao, ciao.